on a voyagé dans l'intestin, on a voyagé dans la terre, eh bien nous allons voyager maintenant sur la terre pour peut-être avoir une vision d'un projet qui a lieu non pas chez nous en Belgique, mais au Maroc. Et donc nous allons avoir un exposé de monsieur Philippe Ferrer qui va nous dévoiler finalement comment la vie peut renvoyer à la terre sur base d'un projet de ferme biodynamique au Maroc. Je vais vous conter l'histoire d'un couple, en l'occurrence ma compagne et moi-même, qui, de longue date, avait deux préoccupations. Et nous avons trouvé des solutions à ces préoccupations dans la gestion d'une ferme écologique, tout simplement. La première préoccupation était, dit de manière simpliste, le constat très simple de la relation entre malbouffe et dégradation de la santé. Deuxième constat, c'est la dégradation vertigineuse de milieu environnemental. Alors, il y a à peu près 11 ou 12 ans, nous voyagions dans le sud du Maroc. Et comme tout voyageur, il a fallu à un moment donné trouver un hébergement pour dormir et manger. Nous étions à 40 ou 50 km de Ouarzazate, pour ceux qui connaissent cette zone géographique, dans une oasis adossée au petit village de Skoura sur la route des 1000 Casbah. Voilà, ça vous parle mieux pour ceux qui connaissent cette zone. Nous sommes arrivés nous avons trouvé la maison d'hôte Sawadi. À l'époque, elle existait. Elle était à l'état embryonnaire. Elle existait depuis 1 an. Le propriétaire d'alors avait construit 5 ou 6 chambres et finalisé sa piscine. Et nous avons passé 3-4 jours merveilleux avec des paysages sublimes et une population avec qui nous étions en contact adorable. Et puis nous avions sympathisé également avec le propriétaire qui, en confiance, nous a finalement confié qu'il voulait vendre, qu'il se sentait isolé et qu'il avait envie, entre guillemets, de retrouver la civilisation. Donc, je vous prie de croire que ça n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Nous étions, Catherine et moi-même, en fin de carrière, moi un peu plus qu'elle. Et donc, dans les jours qui ont suivi, nous avons beaucoup réfléchi, nous avons fait le tour du propriétaire, enfin, de son domaine et pas du monsieur, évidemment. Et nous constations que la zone de l'hôtel occupait 2 à 3 000 mètres carrés et que les 3 hectares qui restaient étaient inoccupés ou à peu près, je dirais, plantés de luzerne simplement et quelques parcelles en friche. Donc on a immédiatement pensé à accoler à cette activité hôtelière une activité agricole dans un esprit d'agrotourisme. Et bon, il a fallu vite réfléchir, je vais vous passer les détails. On a fait part à notre rêve qui était d'avoir notre jardin, notre potager, faire nos légumes, nos fruits, en faire partager tout le monde. On voyait tout ça, on imaginait tout ça. Donc on a fait part à notre propriétaire. Là aussi, je vous passe les formalités. On a acheté. 3 mois après, on était sur place, à pied d'œuvre, au pied du mur, et je dirais même au pied d'une montagne colossale, parce que là, on s'est rendu compte, enfin, je dois vous dire qu'on ne connaissait pas le Maroc, ou très peu, on ne connaissait pas la langue, le français, on le parle dans les villes, mais pas dans les bleds, ou très peu. L'hôtellerie nous était étrangère, et l'agriculture, on avait quelques rudiments, comme beaucoup de monde, on avait planté quelques courgettes et tomates dans nos jardins ou sur nos balcons, mais ça s'arrêtait là. Donc, il fallait une dose d'inconscience, il fallait de l'enthousiasme, et donc on s'est accroché. On a pris en compte les caractéristiques climatiques et du pays en général, des pluies très rares mais très très abondantes qui inondent les sols puisque la terre est argileuse. Dès que ça sèche, ça devient du ciment. Elle est imprégnée de salinité. Bref, des conditions un peu particulières. Un degré hygrométrique très faible. Alors ça nous a arrangé puisque pour nos oliviers, il y avait très peu d'attaques de parasites.
J'y vais d'ailleurs au mois d'octobre pour faire la collecte des olives. Donc voilà, ces conditions-là, il fallait les prendre en compte. Et puis, ce qui nous a beaucoup aidé, comme tout le monde, beaucoup de monde aujourd'hui, c'est la consultation d'Internet et d'experts en agronomie. En particulier, je dois citer, parce qu'on l'avait entendu une ou deux fois, Claude Bourguignon, qui nous a un peu aidé à comprendre comment fonctionnait la terre. Et puis, on a décidé de lancer 2 chantiers prioritaires. Ce fut l'extension de capacité d'hébergement pour assurer un minimum d'équilibre financier et surtout créer les espaces agricoles, potagers, fruitiers, etc. Ça nous a amené à creuser, dans le plein sens du terme, 2 ou 3 ou 4 sujets tels que les problèmes de bêchage du sol, le paillage, l'irrigation, l'association de plantes, etc. Et d'erreurs en succès, de succès en erreur, on arrive aujourd'hui à un résultat qui nous paraît intéressant, bien qu'on ait une marge de progression très importante, évidemment. Voilà une ferme qui s'appelle Sawadi, qui fournit au restaurant Sawadi à peu près 90% de ses besoins en légumes et en fruits, qui fournit des confitures, qui fournit de l'huile, 1000 litres par an à peu près, qui fournit des yaourts, qui fait le pain avec son pétrin. Bref, on a une autonomie qui est peut-être pas suffisante en haute saison, on fait des appoints, mais globalement, elle est là aujourd'hui. Parallèlement à toute cette mise en œuvre, on a éprouvé le besoin de s'imprégner et de s'intégrer dans la vie associative de la région. Et là, nous avons soutenu 2 associations pour des projets qui nous tenaient à cœur. La première association, qui était présidée par un instituteur local, avait pour objectif, et a toujours, parce que c'est un projet qui court encore et qui va courir encore très très longtemps, de réintroduire ou voire sauvegarder l'abeille jaune saharienne du Sahara, qui avait disparu de la région suite à... alors il y avait 2 décennies ou 2 décennies et demie, un traitement brutal chimique consécutif à l'invasion de criquets. L'abeille noire l'avait remplacée, mais l'avantage de l'abeille jaune, c'est qu'elle a un rayon d'action beaucoup plus important, qu'elle supporte les températures extrêmes et surtout qu'elle n'est pas agressive, on peut la travailler plus facilement. Donc ça a été un gros travail. On a, nous, apporté, Sawadi, notre soutien logistique à cette association. On a accueilli 80 personnes qui ont été formées par des spécialistes, et en particulier, je citerai le laboratoire CETAM français. On a apporté notre aire agricole pour la pollinisation. Et puis là, maintenant, on vient de terminer un laboratoire qui va leur servir à élever des reines pour accélérer la réintroduction de cette abeille. Voilà pour le premier projet. Pour le deuxième, ça a été vous le savez peut-être pas, le problème de traitement des déchets au Maroc est majeur. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons pris contact avec les autorités locales, avec les habitants du Douar, ce qu'on appelle un Douar, c'est un quartier de l'Oasis, et puis avec les écoliers, il y a des écoles un peu partout. Un travail de communication. Nous avons travaillé en association, avec une association de femmes, de 80 femmes, qui représentait 140 foyers. Avant de distribuer les containers, on a fait tout un plan d'action. Aujourd'hui, il y a des containers sur place et la priorité, ce fut de recueillir tout ce qui est plastique et piles. À ce sujet, je peux vous donner une anecdote. Les premières années où on était là-bas, on avait les écoliers de l'école qui se trouve à 300 mètres qui venaient souvent à la porte nous demander un dirham, un stylo. On avait prévu le coup, on avait des stocks de stylos.
Et on a commencé à leur donner un stylo, et puis on a réfléchi à la contrepartie qu'ils pouvaient nous apporter eux. Et donc, on avait repéré que les piles, les batteries étaient une source de pollution énorme dans cette oasis. Et on leur expliquait par intermédiaire, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas la langue, aujourd'hui on la parle un peu, mais pas très bien. On leur expliquait le danger que représentait cette pollution. Et on leur a dit, écoutez, si vous nous ramenez une pile, on vous donnera un stylo. Alors ils se sont mis à rigoler et on pensait que c'était perdu. Et puis le lendemain, non seulement ils sont arrivés avec une pile, mais 2 piles, 3 piles, 4 piles, elles étaient pleines de terre, ils sont allés les cueillir à 20 cm dans le sol. Il a fallu sortir les stocks de stylos, on a augmenté ces 6 piles, 7 piles finalement. Là aussi, je fais un raccourci. Aujourd'hui, on se trouve avec 200 et quelques kilos de piles. On en avait davantage et on a pris l'initiative il y a 3-4 ans d'en emballer par paquet de 10 dans des feuilles de journaux, de les donner à nos clients qui, eux, les rapportent en Europe dans des lieux de recyclage. Pour une fois que c'est l'Afrique qui importe ces déchets, il faut que... Voilà. Voilà. Donc, le lien avec la journée d'aujourd'hui, ben, écoutez, je ne sais plus où il est, vous saurez le trouver. Toujours est-il on est fiers de produire des légumes qui sont cultivés sainement. On est fiers d'aider ces associations et finalement on est dans un concept, je crois, là, pratiquement de développement durable et on va poursuivre. Par exemple, là, on a l'intention d'investir dans un broyeur pour mieux utiliser les déchets de nos tailles d'arbres. Et là, nous nous sommes inspirés de la pratique d'un dénommé, peut-être vous connaissez-vous, Jackie Despetit, qui conseille ardemment d'aller chercher les nutriments qui sont dans ces rameaux de l'année pour aller nourrir la surface de la terre. On va faire ces essais et on verra ce que ça donne. Je vous passe quelques diapos, ça vous mettra dans l'ambiance et peut-être qu'un jour je vous croiserai là-bas. L'Atlas, les montagnes de l'Atlas qui sont en évidence pour dire que les sources d'irrigation là-bas sont de deux sortes. Il y a l'Atlas qui nous apporte l'eau de ces neiges et puis nous avons les nappes phréatiques dont il ne faut évidemment pas abuser. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur l'économie de l'irrigation, comment éviter trop d'irrigation. Il faut savoir que la coutume là-bas, c'est l'inondation des parcelles et que c'est une catastrophe. Ça lessive les sols. Et ça, c'est une des casbahs qu'on retrouve dans l'oasis. Les oueds qui viennent, comme je dis, des montagnes et qui permettent d'irriguer les zones vertes. C'est un village berbère pour vous donner un petit aperçu de ce coin-là. Ben là, je vous souhaite bienvenue à Sawadi. La ferme se trouve derrière ce bâtiment c'est un salon. C'est là où on a reçu les 80 personnes pour former à l'apiculture. Là, c'est la partie conviviale. Ici, on fabrique nos casbahs pour éviter les transports et pour profiter des vertus thermiques de la terre. On les fabrique avec de l'argile et de la paille. Ça s'appelle la technique du pisé. Ça, on a fait une casbah miniature dans la tradition pour les enfants. Ici, on a mis en place ce que j'avais mis en place déjà ailleurs, c'est des préchauffages. Par exemple, pour le hammam, on préchauffe de l'eau qui est exposée dans des tuyaux de polyéthylène exposés au soleil. Ici, ce sont quelques-unes de nos cultures et les chambres sont vides, c'est-à-dire que les clients peuvent voir autour d'eux les légumes qu'ils vont manger le soir dans leur couscous. Là, ce n'était pas des légumes, c'était des plantes plutôt. Ici, nous avons des photos de légumes, citrouilles, poivrons. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est vous qui me le direz. Les tomates, les aubergines, etc. Ça, c'est un plat constitué à partir de nos productions. Là, c'est des exemples de fruits, fruits bio de Sawadi en juillet. On a beaucoup de raisins, beaucoup de pêches, abricots. On a fait 800 pots de confiture cette année. Amandier. Voilà, c'est une vue d'ensemble.
on a beaucoup de roses de Damas que l'on ramasse pour faire de l'eau de rose. On distille, on les fait bouillir dans l'eau et on fait de l'eau de rose. Là, on a, parmi nos acolytes, on a un spécialiste qui féconde les palmiers. À partir d'un palmier mâle, il va secouer sur les palmiers femelles. Là, c'est une image de l'abeille, la fameuse abeille jaune saharienne. Vous voyez, qui est une hybride, puisque vous voyez qu'elle a deux cercles noirs. Donc, c'est pour ça que on a décidé de faire l'élevage. Là, c'est le président de l'association qui essaie de repérer, de voir si la reine est en bonne santé. Ça y est, il l'a repérée. Elle est là. Là, c'est les abeilles qui font leur festin. Là, malheureusement, c'est le pire ennemi des abeilles qui est le guêpier. Et quelquefois, on a leur visite et partant de vent ou une température particulière, et ils viennent. Je me suis laissé dire que quand on fait l'autopsie d'un guêpier à la fin de la journée, quand on fait l'autopsie de l'estomac, on trouve pas loin de 400 à 500 abeilles par. C'est vraiment le prédateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met au milieu, on bat des mains, et la dernière fois, on a fait construire des épouvantails en métal, des honors, et ça les éloigne un peu. Là, c'est notre bergerie. Là, c'est nos animaux. Il faut dire qu'on a une quarantaine d'ovins et de caprins et quelques vaches. Là, on a la visite régulière de la huppe, magnifique oiseau. Et voilà. Et là, c'est la récompense qu'on a obtenue. On a obtenu le label international de la clé verte. Voilà. Merci.